Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis hyper heureuse de vous retrouver et d'ailleurs, vous l'aurez sûrement remarqué, mais je n'ai plus le même décor. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pas posté les 2 dernières semaines, mais j'étais en plein déménagement. Je vous le dis directement, ça risque pas d'être le dernier fond que vous allez voir. L'appartement est loin d'être fini, normalement j'aurai une pièce un peu dédiée au podcast. En attendant, dis donc, on va faire un petit peu avec les moyens du bord, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, j'espère que vous aimerez un peu ce que ça donne, que la lumière sera bonne. En tout cas, c'est un test, mais je voulais tellement refaire un épisode, je voulais tellement rééchanger avec vous. Je vous le répète à chaque fois en début d'épisode, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être notifié quand un épisode sort. La chaîne grandit de plus en plus et j'en suis hyper fière, donc merci à vous de me suivre. Merci à vous d'être présent à chaque sortie d'épisode, ça me fait vraiment chaud au cœur. En plus, je sais qu'on me suit d'un petit peu partout, j'ai plein de messages de gens du Brésil, etc. qui apprennent le français et qui utilisent mes podcasts pour s'aider. Je trouve ça vraiment génial. Avant de commencer cet épisode, j'ai juste une petite faveur à vous demander. Comme vous le savez sûrement, je suis en dernière année de master, donc dans un mois, j'ai fini et je suis en pleine écriture de ma thèse. Sauf que cette thèse se base sur des réponses à un questionnaire et je vous avoue que je manque de pas mal de réponses pour pouvoir continuer mon écrit et je suis un peu désespérée à force d'envoyer mon questionnaire à droite à gauche. C'est vraiment une galère pour motiver les gens à juste prendre 5-10 minutes de leur temps pour répondre à un questionnaire parce que sans ça, je peux juste pas finir mon travail. Et je commence vraiment petit à petit à angoisser, je vous avoue. Donc si jamais il y a des âmes charitables qui veulent m'aider dans ma recherche, je vous mets le lien de mon questionnaire en barre d'infos. Ça vous prendra 5 à 10 minutes grand maximum. C'est des questions par contre qui sont en anglais, donc il faut un minimum maîtriser la langue. Mais si vous pouviez prendre ce temps pour me sauver pour cette thèse de fin d'année, pour que je puisse enfin terminer ce travail, en finir avec mon master, je vous en serais hyper reconnaissante. Enfin voilà, je vais pas traîner là-dessus. Je me suis dit pourquoi pas profiter d'un épisode de podcast pour vous demander un petit peu d'aide là-dessus. Mais enfin bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler amour. Mais pas l'amour au sens large. On va parler des relations amoureuses dans ta vingtaine, voire début trentaine de nos jours. Parce que c'est loin d'être la même chose qu'avant. Pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Laura, j'ai 22 ans, et si vous voulez connaître quelque chose de plus personnel sur moi, c'est que je me décris comme une amoureuse de l'amour. J'ai une petite confession à faire avant cette vidéo pour que vous compreniez un petit peu mon point de vue sur la situation. Du haut de mes 22 ans, j'ai rarement été seule. J'ai toujours eu des relations longues et mes périodes célibataires n'étaient pas les plus longues du monde. Et en fait, avec le recul, je remarque une chose assez étrange, c'est qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit que c'était parce que j'étais dépendante affective ou quoi que ce soit. Et plus j'y réfléchis, plus j'analyse mon comportement et le comportement que j'ai eu dans d'anciennes relations, plus je me rends compte que c'est pas du tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je me catégorise comme une amoureuse de l'amour, c'est parce que je ne dépends pas de l'amour qu'on m'apporte. Genre le fait d'être en couple pour moi, c'est pas du tout un besoin de validation ou alors un manque affectif. C'est plutôt que je ressens le besoin d'aimer. J'ai tellement d'amour en moi que si je ne le donne pas à une personne précisément, j'ai l'impression que je vais étouffer ou que je vais imploser simplement parce que j'arrive pas à dégager tous les sentiments qui sont en moi. En gros, c'est plus que d'être aimée, c'est aimer qui me fait me sentir vivante. C'est assez spécial et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont dans ce cas-là. J'ai une copine et elle se reconnaîtra qui ressent plus ou moins la même chose que moi, je pense. Mais du coup, j'étais curieuse d'avoir aussi votre avis sur ma situation. Peut-être que vous vivez la même chose et alors je me sentirais un petit peu moins seule. N'hésitez pas à me le dire. Mais voilà un peu le topo de ma vie sentimentale en tout cas. Revenons un peu sur ce terme, être amoureuse de l'amour. C'est vrai que c'est beau dit comme ça. On dirait limite un titre de comédie romantique, je dois l'avouer. Mais en même temps, ça peut soulever un peu des questions flippantes. C'est vrai que dans le passé, j'ai eu tendance à me poser la question, est-ce que je sais vraiment qui je suis en dehors de ma relation? Est-ce que, à force de chercher l'amour partout, je suis pas passée à côté de l'amour de moi-même avant tout? Ce sont des questions que j'ai pu me poser assez fréquemment, mais on y reviendra pendant cet épisode. On va un peu parler de toutes les situations que tu peux vivre quand t'as 20 ans et que tu galères avec l'amour, ou pas d'ailleurs. En tout cas, cet épisode va être assez introspectif et sincère parce que je pense que c'est un sujet pour lequel il faut parler avec le cœur, donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. La question principale de ce podcast, ça va être simplement pourquoi est-ce que c'est
aussi compliqué de s'aimer quand on a désormais 20, 25, voire 30 ans. En tout cas, on va parler de plein de sujets différents, la montée en force des applis de rencontre, la peur de l'engagement qui semble toucher littéralement tous les jeunes de nos jours, en tout cas la majorité à ce que j'ai compris. On va aussi un petit peu parler du ghosting. Genre, vous savez, ce petit phénomène où les gens se cassent du jour au lendemain sans vous prévenir, sans donner aucune explication. On va en parler un petit peu parce que c'est très fréquent de nos jours aussi. On va également parler de la pression sociale, le fait d'être jeune, voire un petit peu moins jeune, et tous ces gens autour de nous qui nous disent mais comment ça se fait que t'es pas encore casé? On va parler de tout ça tous ensemble. Et on va finir par parler de la quête de l'authentique dans une relation dans ce monde très digitalisé. En tout cas, installez-vous confortablement, prenez un petit plaid, un petit café, un petit thé comme vous voulez, et c'est parti pour ce nouvel épisode. Commençons par ce qui nous saute aux yeux à l'heure actuelle quand on parle de rencontres. Les applis de rencontres. Franchement, il y en a des centaines. Vous avez Tinder, Fruits, Bumble. Enfin, sincèrement, je les connais pas toutes parce que je crois qu'il y en a vraiment trop pour pouvoir toutes les citer. Mais en tout cas, pour notre génération, c'est devenu limite banal d'être sur une appli de rencontre. Clairement, si vous êtes dans votre vingtaine, il y a de fortes chances que vous ayez déjà swipé à gauche ou à droite, ne mentez pas. Et d'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches pour cet épisode et j'ai découvert que près de 40% des Français de moins de 35 ans ont déjà avoué s'être inscrits sur une application de rencontre dans l'espoir de trouver l'amour. Si je me souviens bien, je l'ai dans mes notes, mais je crois que cette étude date de 2020. De toute façon, toutes les études, je les mettrai en barre d'infos. Mais vous imaginez, c'est presque un jeune sur deux. C'est énorme! Autrement dit, ça veut simplement dire que les rencontres à travers ces applications sont devenues hyper monnaie courante. Genre, c'est un peu fini ce temps où c'était un peu la honte de se dire qu'on s'était rencontrés sur internet et maintenant c'est limite devenu la norme. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour ça. Mes parents, ça fait, je risque de me tromper, mais 30, 35 ans qu'ils sont mariés maintenant. Et un jour, ils ont été invités à l'émission Les Amours. Je sais même pas si ça passe toujours à la télé actuellement ou non. Et ils avaient été super choqués parce qu'on leur a posé des questions comme ça de comment vous vous êtes rencontrés. Et quasi tous les couples ont répondu Tinder. Et mes parents, boomers comme ils sont, ils se regardaient en disant mais c'est quel genre de bar Tinder? Je les aime plus que tout pour ça. Mais du coup, à force, ils ont compris que c'était une application de rencontre et eux étaient hyper choqués de voir le nombre de gens qui se sont réellement rencontrés sur des applications comme ça. Parce qu'à leur époque, c'était quelque chose de totalement différent. Ils se rencontraient seulement à des soirées ou parce que c'était l'ami d'un ami. À l'époque, les applis de rencontre, c'était pas aussi démocratisé. En soi, si on regarde un peu les applis de rencontre, c'est génial sur le papier. C'est vrai qu'on rencontre des personnes qu'on aurait littéralement jamais croisées dans la vraie vie. Ou alors, il y a très peu de chances que vous les croisiez. En soi, grâce à ça, on élargit son cercle, on a un choix gigantesque. Et en soi, effectivement, le nombre de célibataires actuellement font en sorte que ces applications de rencontres fonctionnent aussi bien. J'ai cherché un petit peu des chiffres sur internet et apparemment le nombre de cœurs à prendre est de plus en plus gros. Apparemment en France, on compte plus ou moins 10 millions de personnes vivant seules. Ça veut dire sans conjoint, sans enfant. Cette étude-là aussi, elle date de 2020 et elle a comparé ça à 30 ans auparavant et c'est littéralement le double d'il y a 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que nos parents et nos grands-parents étaient globalement plus souvent casés à notre âge. Alors que nous, on est plus du genre à divaguer entre célibat et histoire éphémère. Du coup, soyons logiques, parlons un peu business aussi, les applis de rencontre, ils ont vu ces statistiques, ils se sont dit mais il faut qu'on s'engouffre là-dedans. Il y a une certaine demande de rencontres qui n'était pas là auparavant, il faut en profiter. Je crois que j'avais lu qu'il y a environ 2000 sites de rencontres sur le marché français, ce qui est gigantesque. Franchement, j'en connais 3, 4 grand maximum, je ne savais pas qu'il y en avait 2000. Mais voilà, en soi, on le dit souvent, mais trop de choix, ça tue le choix. Essayons de regarder ça avec un œil extérieur. En soi, ces applications de rencontres, elles nous placent dans un marché de l'amour qui est gigantesque. Laissez-moi un peu vulgariser la chose, mais c'est littéralement un supermarché où l'on feuillette des profils comme des produits. Personnellement, je trouve toujours ça super hallucinant. En fait, c'est grisant parce que
On se dit qu'on peut toujours trouver quelqu'un de nouveau et peut-être même mieux que la personne actuelle. Et je pense que c'est ça le problème avec les applications de rencontres, c'est que cette mentalité de il y a certainement mieux ailleurs, c'est fortement aggravé avec les applis de rencontres. J'ai trouvé une étude, je vous la lis de mes notes. C'est une enquête qui a montré que 41% des hommes qui sont inscrits sur un site de rencontre, même après avoir fait une rencontre là-dessus, continuent à chercher une nouvelle personne. 41%. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? C'est simplement parce que inconsciemment, on se dit qu'avec des centaines de profils qui existent sur les sites, en fait, on aurait tort de se contenter de ce qu'on a. En gros, on veut pas rater la perle rare en se posant un peu trop vite. D'ailleurs, vous l'avez certainement déjà vécu quand vous avez fréquenté un mec ou une meuf et que au début, vous voulez pas forcément mettre de nom dessus. Ben ça, je suis désolée de vous le dire, les gars, c'est simplement parce qu'il veut laisser les portes ouvertes si quelqu'un de mieux arrive. Je vous ai dit, on parlait à cœur ouvert aujourd'hui. Je vous dis les choses. Il y a une sociologue un jour qui a dit que plus on rencontrait des gens, plus on faisait attention à ce qui leur manquait. Et c'est vrai, le fait d'avoir un portefeuille rempli de profils différents, vous devenez mais tellement plus strict sur vos critères. En fait, vous vous dites simplement que si la personne ne remplit pas tous les critères, c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera. Alors que c'est pas nécessairement vrai. Je pense qu'un couple, il faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre les failles de l'un et de l'autre et savoir gérer ça ensemble. Il faut pas que la personne en face te corresponde à 100% parce que sincèrement, ça n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, j'ai appris que ça s'appelait le paradoxe de l'hyper-choix. En gros, trop de choix peut conduire à ne choisir personne et à n'être jamais pleinement satisfait de son choix. Parlons un petit peu du ghosting. Vous voyez cette étape assez facile depuis justement les applications de rencontres et les textos d'ailleurs. Le ghosting, si vous avez eu de la chance d'y échapper, c'est le fait de disparaître brutalement d'une relation naissante, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que c'est pas une relation déjà bien entamée. Et genre ça arrive du jour au lendemain. Plus de messages, plus d'appels, plus de nouvelles, aucune explication. En vrai, c'est horrible à vivre quand tu le subis parce que tu passes vraiment du coq à l'âne. Tu passes de on se parle, on se fréquente, on se voit, et du jour au lendemain, nada. Silence radio, genre. Eh ben, accrochez-vous parce que si vous pensiez être seul, sachez que plein de personnes ont déjà été interrogées sur le sujet et je pense que c'était 85% qui avaient répondu qu'ils avaient déjà été ghostés une fois dans leur vie. Vous n'êtes pas seuls, les gars. On l'a tous vécu. En vrai, je parle comme si on était toujours les victimes, mais je sais que beaucoup d'entre nous l'avons fait aussi. Et c'est simple, c'est uniquement dû à la peur de la confrontation. En fait, le souci, c'est que les jeunes de nos jours, ils ont vraiment appris à aimer cette situationship. Genre, le moment où vous avez pas trop de noms, vous vous devez quelque chose, mais en même temps pas vraiment. En fait, c'est comme s'ils avaient inventé cette situation pour que le ghosting soit justifié. En mode, c'est pas trop grave si je te donne plus de nouvelles du jour au lendemain, de toute façon, on n'était pas vraiment ensemble. C'est horrible. Mais du coup, le résultat émotionnel de ça, c'est quoi? Ben, c'est pas fameux. On se retrouve avec une génération de personnes qui n'aiment pas se donner une étiquette trop rapidement, qui ont tendance à couper les conversations assez fréquemment sans aucune explication. Et le problème dans tout ça, c'est que ça peut rendre complètement cynique, voire méfiant. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se blinder. En fait, le souci avec ces petites rencontres par-ci par-là et le fait d'être toujours dans des situations où il n'y a pas forcément de nom, c'est que la plupart des gens prennent goût à ce boost d'ego dès qu'ils rencontrent quelqu'un. Vous voyez, quand vous rencontrez certaines personnes et que vous commencez à flirter avec, c'est souvent des petits compliments, c'est souvent les premiers dates qui sont un petit peu plus travaillés que quand vous vous posez avec une personne. Mais le problème, c'est que pour les gens, ces moments-là sont hyper sacrés et pour eux, ça n'arrive qu'au début de relation. Du coup, ils enchaînent les débuts de relation. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les applis de rencontre ont vraiment tué l'amour sincère? En vrai, pas forcément. Mais je pense sincèrement que ça rajoute un état psychologique pas très stable pour les personnes qui les utilisent, ou en tout cas les personnes qui les utilisent sincèrement. Mais vous finissez toujours par douter de toutes les personnes que vous rencontrez sur ce genre d'application, parce qu'on sait qu'il y a de tout sur ces applis. Parlons un peu des idées reçues et de la pression sociale qu'on peut recevoir dans notre vingtaine ou début trentaine par rapport à l'amour. Parce que en vrai, même si la société a évolué ces dernières années, on n'est pas complètement affranchi des idées reçues et des attentes hyper pesantes qu'on peut avoir sur la vie amoureuse. Et d'ailleurs, surtout entre 20 et 30 ans. Je suis certaine que vous avez déjà entendu des phrases style il faudrait que tu trouves quelqu'un quand même. T'as 27 ans et t'es toujours pas en couple. Ou alors pire,
être célibataire à ton âge, c'est un peu triste, non? Ces petites phrases, qu'elles viennent de la famille, des amis ou même de nous-mêmes, c'est vraiment des petites phrases tenaces, des idées reçues qui vont vous pourrir la vie. Parmi ces clichés, il y a l'idée reçue qu'à 25 ans, il faut être dans un couple stable. Ou au moins avoir coché la case relation sérieuse avant ses 30 ans. Comme si c'était un objectif obligatoire dans la checklist d'un adulte, genre. Et il y a aussi l'idée reçue comme quoi être seul, c'est une défaite personnelle. En fait, il y a plein de personnes qui imaginent encore que célibat veut dire solitude subie. En fait, dans la société, on a tendance à admirer les couples et à plaindre ou même voire juger les gens qui restent célibataires. Comme si, en gros, le bonheur c'était à deux et que forcément, si t'es seul, c'est que t'es malheureux. Je vais être honnête avec vous, moi-même, quand j'étais plus jeune, je me mettais vraiment la pression avec ça. En fait, le plus compliqué, ça va être aussi par rapport à votre entourage. Si vous êtes le seul célibataire avec tous vos potes qui sont en couple, ça va inconsciemment vous mettre une pression de fou. Et en fait, le problème, c'est qu'à force d'entendre tout ça, beaucoup intériorisent ce stéréotype. Il y a des études qui ont montré que 44% des personnes célibataires entre 20 et 30 ans se caractérisent eux-mêmes comme hors normes. Genre, vous imaginez que presque la moitié se sent bizarre d'être seul. En fait, c'est un peu le plan basique qu'on nous met en tête quand on est gosse. C'est mariage, maison, enfant. Donc si vous n'avez pas quelqu'un pour vous marier, ça va être compliqué d'acheter une maison et encore plus compliqué d'avoir des enfants. Donc vous n'allez pas remplir les cases qu'on vous instaure un petit peu depuis le début de votre vie. Et en fait, ce qui est un peu paradoxal avec tout ça, c'est que la société nous envoie tout le temps des signaux hyper contradictoires. Parce que d'un côté, on valorise énormément l'indépendance. Genre quand on est jeune, on nous dit souvent profite de ta liberté, profite de ta jeunesse, fais des études, voyage partout, pense un peu à toi avant tout. Et en fait, passé un certain âge, on commence à nous mettre dans la tête, c'est quand que tu vas trouver quelqu'un de sérieux. C'est comme si le célibat était positif uniquement quand il est temporaire et choisi. Sinon, en gros, il devient suspect. Du coup, il faut vraiment se mettre dans la tête que être célibataire dans sa vingtaine, voire début trentaine, voire même après d'ailleurs, mais bon, on parle des gens de mon âge actuellement. En gros, c'est ni un échec, ni une réussite en soi. Genre, c'est juste une situation qui a ses bons et ses mauvais côtés. Comme toute situation d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais parler d'un sujet dont on parle assez fréquemment quand on parle d'amour, c'est que le premier grand amour est forcément le bon. Alors là, vous allez me donner votre avis sur le sujet, j'ai hâte d'entendre votre version. Mais personnellement, je suis pas forcément d'accord. Simplement parce que je considère que chaque relation, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, elle nous apprend plus de choses sur nous et sur ce qu'on recherche dans la vie. Je pense que chaque expérience est bonne à prendre et que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir la relation qui nous correspond réellement quand on y est prêt. Et c'est fou parce que la plupart des gens ont tendance à voir chaque rupture comme un énorme fiasco, alors que pas du tout. Et pourtant, je dois vous avouer que j'ai très souvent vu mes ruptures comme un échec. Et je me revois encore sortir cette phrase de j'ai fait tous ces efforts, toutes ces années pour ça. Quel gâchis. Mais en vrai, non. Parce que à l'heure actuelle, je suis la personne que je suis grâce aux relations que j'ai eues. Les relations foireuses, les meilleures relations, peu importe. Mais ça m'a fait grandir, ça m'a fait apprendre tellement de choses sur moi-même, tellement de choses sur ma vie, sur ce que je recherche, sur ce que je recherche pas. Et parfois, c'est juste mieux de cesser une relation pour continuer sur quelque chose de bien meilleur. C'est pas parce que vous avez fourni des efforts dans une relation que ça veut dire que vous devez rester avec la personne. Si ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. Ne restez jamais avec une personne parce que vous avez fait tous les efforts du monde et que vous n'avez pas envie d'avoir fait ça pour rien. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Maintenant qu'on a posé ça, on va aborder un autre aspect qui rend les relations actuelles assez complexes. Ce sont les défis internes à nos relations. Parce que quand on est en couple, tout n'est pas toujours réglé par magie. Pendant la relation, il y a des obstacles qui viennent sur notre route qui sont assez propres à notre génération en soi. Dans cette catégorie, j'ai envie de parler de l'hyper-choix qu'on a déjà abordé avec les applis de rencontre. On va aussi parler de l'ego et également des attentes de chacun. Et encore plus important, on va parler de la communication sincère. Vous vous souvenez, au début de ce podcast, on parlait du supermarché de l'amour, où en gros, on a beaucoup trop de choix que pour choisir. Le souci, c'est que ce phénomène de l'hyper-choix ne disparaît pas forcément une fois qu'on est en couple. C'est hyper triste, mais j'ai l'impression que les gens de notre génération ont de plus en plus ce syndrome de l'herbe est plus verte ailleurs. Même quand les gens rencontrent quelqu'un de bien, ils ont tendance à se dire oh, mais est-ce que je trouverais même pas mieux encore? Et c'est terrible parce que je remarque que ça entraîne un énorme manque d'investissement dans la relation. J'ai pu l'observer plein de fois autour de moi et c'est comme si les gens gardaient toujours un œil sur la sortie de secours au cas où. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on voit des inconnus sublimes défiler sur Insta. On reçoit peut-être même des messages de certaines personnes qu'on connaît pas forcément sur les réseaux, ou que sais-je d'autre. En fait, le problème, c'est que la tentation de comparer, elle est partout. À l'époque de nos parents et de nos grands-parents, quand t'étais casé avec une personne, tu rencontrais pas 50 nouvelles personnes sur la semaine. Et à l'heure actuelle, le problème, c'est que même quand t'es engagé, t'as l'impression que les autres options sont à portée de doigt.
avec un clic. Et tout ça, ça peut énormément fragiliser l'engagement. L'hyper-choix, ça a aussi des mauvais côtés. C'est qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à faire limite des checklists de la personne idéale. Pour vous dire, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient dans leurs notes un petit checklist pour savoir si le mec était bien pour elle, hein. Par pitié, ne faites jamais ça. En fait, on a tellement de profils sous nos yeux qu'on se met en tête que on va bien un jour trouver quelqu'un qui va cocher toutes nos cases. La personne parfaite pour nous. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes différentes que nos critères, ils deviennent complètement fous. Des personnes qui rayent carrément une nouvelle rencontre de leur liste parce qu'il fait pas 1,83 m. Mais je vous le dis tout de suite, il y a personne qui va correspondre à 100% à votre idéal. C'est impossible et c'est pas comme ça que l'amour fonctionne. Je vous l'ai dit, l'amour ça se construit et c'est l'apprentissage de vie commune entre deux personnes différentes mais qui ont un sentiment tellement puissant qu'ils sont prêts à faire des concessions des deux côtés pour pouvoir vivre ensemble. Je me souviens qu'on m'avait déjà dit un jour que on n'aime pas forcément quelqu'un pour ses qualités mais on l'aime pour ses défauts auxquels on s'attache. En vrai sur le moment j'avais pas trop compris mais maintenant ça m'a percuté. En gros ça veut juste dire que aimer vraiment c'est accepter l'autre tel qu'il est. Imperfection comprise. Et arrêtez de chercher monsieur ou madame parfaite qui n'existe absolument pas. Et en vrai, c'est super dur de lâcher prise de cette idéalisation et d'apprécier réellement la personne qu'on a en face de nous. Passons maintenant à l'ego. Oh, ça c'est un gros sujet actuellement. C'est fou parce que je trouve que notre ego personnel est devenu bien plus central à l'heure actuelle qu'il ne l'était auparavant. Demandez à des personnes un peu plus âgées et ils vous diront tous qu'on est la génération moi. Pas au sens où on est plus narcissique, mais plus dans le sens où on valorise énormément l'épanouissement individuel. C'est pas mauvais en soi, mais du coup, en couple, chacun a son ego bien affirmé. Et surtout, il a pas envie de le mettre de côté. C'est vrai qu'on remarque l'ego sous plein de formes. Déjà, simplement dans un couple, quand vous avez du mal à admettre vos torts, c'est principalement votre ego qui parle. Et c'est super important d'avoir une communication hyper sincère. Parce que c'est normal de dire ok, désolé, j'ai déconné, j'aurais pas dû faire ça, je te comprends. Et ça peut sauver tellement de relations. Mais c'est fou parce que l'ego fait qu'on n'a pas envie de montrer ses faiblesses ou montrer qu'on est fautif. Et la plupart d'entre nous, on préfère littéralement bouder dans notre coin que de faire le premier pas d'excuse. Et on retourne au ghosting, c'est aussi l'ego qui fait qu'on préfère ghoster que de dire je pense que ça va pas fonctionner, bonne route à toi. Ok, je caricature un petit peu, mais je suis sûre que ça vous parle. En fait, c'est devenu hyper connu dans les débuts de relation de jouer un peu à ce jeu de qui s'en fiche le plus. C'est vrai que dans la vingtaine, on a tendance à avoir peur d'être trop investi trop vite. Genre, je sais pas si vous avez déjà eu ça, vous voyez le message de la personne que vous fréquentez en ce moment sur votre téléphone et vous vous dites oh, je vais pas répondre directement, sinon ça va faire la meuf beaucoup trop sur son dos. Ça passe aussi par le fait de vouloir montrer d'une façon ou d'une autre qu'on a d'autres options pour attiser la jalousie. Ou alors on cache un peu notre attirance par un jeu assez distant. Enfin, tout ça, ce sont des jeux d'ego. C'est tout. En faisant ça, on se protège un peu pour pas se faire de mal, mais à force de se protéger, on se loupe émotionnellement en fait. Est-ce que vous arrivez à penser à une relation que vous n'avez jamais eue seulement à cause de l'ego? Parce que vous et la personne en face aviez trop d'ego et rien n'a démarré. Et ça se trouve, ça aurait été une relation merveilleuse. Mais à cause de votre ego, ça ne se produira jamais. Mais voilà, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Un autre défi interne énorme, c'est les attentes de chacun. Ce sujet-là se lie un petit peu avec l'hyper-choix et cette fameuse checklist, mais il y a certaines personnes qui ont des attentes hyper irréalistes d'une relation. Et c'est malheureux, mais à mes yeux, ça commence vraiment de l'enfance avec les Disney qu'on a pu voir, les comédies romantiques, les drames à l'eau de rose que nos grands-mères regardaient. En fait, on a vraiment grandi avec des récits d'amour complètement idéalisés. Même si on est conscient que ces histoires sont too much, ces schémas de romans à l'eau de rose nous restent quand même en tête. Et en fait, la plupart attendent que la personne qui rentre dans leur vie remplisse les vides qu'on a en nous. Il faut que cette personne nous rapporte un certain sens, une stabilité, une passion. Et résultat, on est assez vite déçu quand la relation n'est pas exactement comme on l'avait imaginé. Parlons un petit peu du point crucial d'une relation, la communication. Je sais, on le dit tous, et certainement mon chéri va regarder ce podcast et va me dire tu vas parler de la communication alors que t'es nul en communication. Je sais, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ça reste le point le plus important d'un couple. On n'arrête pas de répéter que c'est un point hyper important, mais qu'on se le dise, il y a plein de couples qui échouent sur ce point. Pour plein de raisons, hein. Comme on en a déjà parlé, hein, de l'ego, de la peur du conflit, de la peur de déranger. Et le comble, c'est qu'on est une génération ultra connectée. On passe notre temps à communiquer sur nos téléphones, mais communiquer vraiment, c'est autre chose. Par exemple, qu'on se le dise,
Combien de disputes sont nées à cause d'un message mal interprété? En fait, le problème, c'est que les relations actuelles, on se manipule un peu à coup de délai de réponse à un message ou de petites stories énigmatiques, de petits snaps flammes. Enfin, je sais pas si ça se fait toujours d'ailleurs, ça. En fait, on passe notre temps à se laisser des petits messages indiscrets et du coup, dans le sens inverse, on devient mais complètement malade. Alors que pour le coup, on pourrait juste parler franchement. Clairement, à mes yeux, le manque de communication authentique est l'un des premiers facteurs d'échec des couples. Tout âge confondu d'ailleurs. À mes yeux, ne pas se parler vraiment, ça mine vraiment la relation à petit feu. Et en plus, nous, jeunes adultes, on n'a pas forcément été éduqués à la communication émotionnelle en fait. Il nous a donc fallu apprendre à exprimer nos sentiments sur le tas. Apprendre à écouter la personne en face, ne pas laisser les non-dits s'accumuler, tout ça, on a dû l'apprendre sur le moment parce qu'on n'a pas grandi dans une génération où c'était le cas. Personnellement, j'ai vraiment galéré à mettre des mots sur ce que je ressentais dans ma relation, qu'ils soient bons ou mauvais. Je préférais tout garder pour moi parce que je ne voyais pas le but de le dire. Et maintenant, je fais de plus en plus d'efforts d'être plus transparente sur tous les sujets, sans avoir peur de la réaction en face de moi, mais surtout j'essaye de gérer mes mots, gérer les phrases que j'utilise pour vraiment utiliser un vocabulaire que je pourrais recevoir sans m'énerver, sans faire de crise ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est un travail et je pense que dans une relation où vous vous aimez, il faut savoir communiquer à propos de tout, mais surtout de la bonne façon. Enfin bon, résumons un petit peu tout ce qu'on a dit à l'heure actuelle. En gros, on a la liberté de choisir notre partenaire, qu'on se le dise. Mais cette liberté, elle s'accompagne aussi de plein de difficultés internes qu'il va falloir gérer à deux. En soi, aimer n'a jamais été simple, chaque génération a eu ses difficultés. Et le nôtre, c'est de construire quelque chose de sincère dans un monde où on a eu l'habitude de la consommation rapide. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'on aspire un petit peu plus à l'authenticité qu'il y a quelques années. Enfin bon, ça fait un sacré moment maintenant que je parle. J'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un commentaire avec ce que vous pensez, vous, des relations dans la vingtaine, les relations dans cette nouvelle génération. Quelles sont vos expériences? Comment est-ce que vous ressentez la chose? Est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué qu'avant? Plus facile ou simplement différent? N'hésitez pas à me donner votre avis, ça fait toujours plaisir de vous lire, évidemment. Je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les prochains épisodes. Petit reminder aussi du questionnaire pour ma thèse qui est en barre d'infos. Si vous avez 5-10 minutes à m'accorder, ça me sauverait la vie, les gars. En tout cas, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.